Salut les amis de la data, aujourd'hui nous allons poursuivre avec notre projet, notre application pour la prédiction des salaires des employés. Ça sera l'étape la plus courte vraiment de ce projet. Pourquoi? Parce que j'ai déjà développé certaines fonctionnalités de cette application en solo pour ne pas effectivement tirer en longueur ce projet. Et je vais tout simplement expliquer quelques lignes de code que j'ai pu développer. Et ensuite, si vous voulez effectivement avoir ce code source, c'est très simple. Il suffit juste d'aller dans la description de cette vidéo. Vous aurez un lien GitHub et comme ça, vous allez télécharger cette application avec tout le code source nécessaire. Et donc, je vous invite à vous abonner, de liker si ce n'est pas encore le cas et de ne pas oublier d'activer la cloche de notification. Puisque ici, on traite problème, tout ce qui est data, tout ce qui est l'IA. Donc je pense que ça pourrait effectivement vous intéresser. Et donc n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager surtout cette vidéo. Merci. Donc très rapidement, on va effectivement lancer VS Code. Voilà. C'est tout ce que j'ai pu développer en solo. Donc je vais recommencer tout ça. Je vais expliquer ligne par ligne si vous voulez bien. Donc ici, on avait déjà importé eData Profiling, c'était tout simplement pour le data, c'est-à-dire Exploratory Data Analysis, c'est-à-dire pour l'analyse exploratoire de nos données. On avait déjà implémenté les menus, on avait fait appel à Streamlit pour effectivement visualiser cela sur le navigateur, c'est ce que nous avons fait. Et donc la suite, ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai importé NumPy, j'ai importé Matplotlib, et j'ai également importé la fonction, si vous voulez, la méthode TrainTestSplit depuis le module de Model Selection qui se trouve dans Scikit-learn. Et là également, j'ai importé tout simplement ce module Preprocessing. J'ai importé Label Encoder. Label Encoder qui est tout simplement un encodeur qui nous permet tout simplement de transformer nos données textuelles, si vous voulez bien, en format numérique. Donc, plus précisément, cette fonction ou cette méthode est appliquée sur un vecteur, et est appliquée sur un vecteur tout simplement, c'est-à-dire la variable y, et non sur des features, c'est-à-dire et pas sur des caractéristiques, c'est-à-dire le x qui est une matrice. Donc Label Encoder est appliqué sur un vecteur, donc j'insiste tout simplement pour transformer les informations d'un vecteur en format numérique, très simple. Bien. Et ici nous avons une fonction de normalisation, de standardisation si vous voulez en d'autres termes. Parfois on dit normalisation ou standardisation, donc c'est la même chose. Donc cette méthode, si vous voulez bien, ou cette fonction consiste tout simplement de normaliser nos données, en fait, de les mettre sur une même échelle. Très bien, et on reviendra là-dessus, on va rentrer dans le détail dans une prochaine vidéo. Raison pour laquelle n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater tout simplement de nos vidéos. Nous avons ici la fonction Polynomial Features. Nous avons également importé Min-Max Scaler et Robust Scaler. Donc tout ce que vous voyez, ces fonctions-là, Min-Max Scaler, Robust Scaler et Standard Scaler et Polynomial Features, c'est tout simplement des fonctions de normalisation ou encore de standardisation. Voilà, c'est pour normaliser nos données, les mettre sur une même échelle. Voilà, donc on reviendra encore là-dessus, j'insiste. Très bien. Et nous avons importé Lazy Predict. Lazy Predict, c'est une bibliothèque tout simplement qui nous permet en fait de voir, d'afficher en fait en une seule fois, c'est-à-dire l'ensemble de nos modèles et regarder quel est le modèle qui nous génère en fait le score pertinent ou encore des informations, qui nous génère en fait des prédictions beaucoup plus importantes que les autres, dans ce sens-là. Et à partir de là, on peut effectivement prendre le modèle qui a plus de performance ou encore plus de score par rapport aux autres et c'est un peu l'adapter et d'ajouter quelques hyperparamètres pour optimiser tout simplement notre modèle. Donc, raison pour laquelle nous avons utilisé Easy Predict. Donc, il va nous ramener l'ensemble des modèles et on va essayer un peu de comparer ce modèle. Quel est le modèle qui nous ramène des informations ou encore des scores pertinents par rapport aux autres. Donc, c'est un peu ça. Et puisque c'est une bibliothèque tout simplement d'apprentissage supervisé, voilà, et nous avons fait appel tout simplement à Lazy Regression. Donc, on résout un problème d'apprentissage supervisé.
Et donc un problème d'apprentissage supervisé. L'apprentissage supervisé, je vous rappelle tout simplement, résout deux types de problèmes. Donc le problème de classification et de régression. Mais nous, notre problème ici, c'est tout simplement résoudre un problème de régression. Voilà, donc on revient au problème de régression. Raison pour laquelle nous avons importé Lazy Regressor. Très bien. Et à la suite, nous avons fait appel à la bibliothèque YellowBrick qui consiste tout simplement de visualiser nos modèles de machine learning d'une manière visuelle, à travers des graphiques. Voilà, donc c'est YellowBrick et donc est conçu pour effectivement résoudre ce type de problème, raison pour laquelle j'ai fait appel à YellowBrick. Et depuis YellowBrick, je fais appel à ce module Regressor parce que je suis en train de résoudre un problème de régression. Donc ici, on importe tout simplement Prediction Error. Donc on importe tout simplement cette méthode ou cette fonction, si vous voulez bien, en d'autres termes, cet algorithme-là de Prediction Error pour essayer un peu de voir un peu l'ensemble d'erreurs en fait que notre modèle a généré. Voilà. Très bien. Et par la suite, ici, nous avons importé un pipeline toujours depuis scikit-learn. Donc, on importe tout simplement cette fonction makePipeline. Le but ici, c'est tout simplement regrouper ces fonctions-là, ces fonctions en fait de standardisation ou encore de normalisation, stocker cela dans ce pipeline, vous voyez, et combiner par notre algorithme que vous voyez par la suite ici depuis scikit-learn dans le module d'ensemble. On a importé cet algorithme-là. Vous voyez cet algorithme de Extract Tree Regressor. Donc ceci, donc vous voyez ces fonctions de normalisation, on va donc l'injecter dans ce pipeline là. Comme ça, les données d'entraînement et les données du test vont effectivement subir cette transformation. Voilà. Très bien. Et ici, nous avons déclaré, c'est-à-dire ici c'est tout simplement la configuration de notre application. Ça veut dire, si je reviens ici, regardez, le nom que vous voyez ici. Le nom que vous voyez ici, nous avons personnalisé tout simplement le nom de notre application et également ici l'icône de notre application. Donc pour faire cette personnalisation, donc il consiste tout simplement de faire appel à Streamlit et utiliser cette fonction setPageConfig pour faire la configuration tout simplement de notre application. Donc nous avons ici page title, c'est-à-dire la page, le titre de notre page. Vous voyez ici, on a donné ce nom, donc salary app bar ml, et puis ici nous avons page icon, c'est-à-dire l'icône que vous voyez justement là, notre application, là, vous voyez ici, c'est ce que nous avons ici. Voilà. Et on a dit, va dans le dossier image, tu vas retrouver tout simplement le logo hosting.jpg. Donc justement ici, dans notre projet ici, nous avons un sous-dossier image et vous allez retrouver tout simplement l'image de hosting.ai. Très bien. Ici, comme vous pouvez le voir, c'est du HTML. Streamlit nous donne la possibilité également de faire du HTML. Voilà. Donc ici, je vais effectivement donner un titre à mon application. Donc au niveau de l'onglet Dataset, je veux un truc ici, un titre que je vais mettre par exemple Machine Learning App. Donc c'est ce que vous voyez ici. Et pour l'activer, tout ce code-là, pour l'instant vous le voyez, il n'y a rien qui s'affiche ici comme titre. Donc vous pouvez voir ici H2, on a dit quoi? Machine Learning App. Mais quand on regarde ici, il n'y en a pas. Donc pour l'activer, justement, vous venez dans la fonction main. Alors je vais désactiver tout simplement, décommenter cette ligne. Et à partir de là, je vais rewrite, vous allez voir. Et boum, vous avez ce titre là, Machine Learning App. Voilà. Je sais que voilà, la couleur n'est pas vraiment idéale, n'est pas vraiment bonne. Mais tout ça, ce sera réglé. On va changer le thème de notre application. Et vous allez voir que ça va vraiment s'adapter avec cette couleur. Très bien. Donc je reviens ici. Ah, les amis, je reviens. Très bien. Voilà, ça a été déjà vu. Très bien. Dans cette fonction prediction, j'ai déclaré donc une variable data que je fais appel à la fonction getData. J'ai dit dans getData, nous avons des données brutes, donc qui n'ont pas été nettoyées. Et cette fois-ci, je fais quoi? Je supprime tout simplement les lignes manquantes, c'est-à-dire les observations vides, les lignes manquantes de notre ensemble de données, en utilisant tout simplement ici l'axis égale 0, ça veut dire sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire des lignes, et j'implémente tout simplement ce paramètre là, inPlace égale true, pour dire que je n'ai pas besoin de stocker ceci dans une autre variable. Donc je me supprime tout simplement les lignes vides d'une manière dynamique. Voilà.
Et ici, je fais appel à label encoder. Comme je vous l'ai dit, cette fonction consiste tout simplement de transformer un vecteur, je dis bien un vecteur de type texte, si vous voulez bien, ou un vecteur, c'est-à-dire qui contient des informations, par exemple de type catégorie, hein, voilà, vous le transformez en format numérique. Et c'est ce que ce que nous avons déclaré ici, encoder. Très bien. Et en fait, je sélectionne cette variable âge. Dans la variable âge ici, qu'est-ce que je fais? J'applique la méthode apply de pandas. Et pandas me permet en fait de faire appel à une fonction appelée toNumeric. Ça veut dire que je transforme cette variable âge en format numérique. Hein? Si vous venez ici, vous allez constater que voilà, dans l'onglet ADA, vous allez constater quelque chose. Très bien. Regardez ici cette information. Variable types. Donc le type de variable ici, il dit que non, il y a 4 variables qui ne sont pas supportées. Ouais, non supportées. Donc c'est tout simplement cela. Donc c'est directement la source de là où se trouvent nos données, c'est-à-dire dans notre base de données MongoDB. Donc du coup, il n'arrive pas à détecter ce type-là. Alors nous savons que l'âge, c'est le type par exemple entier. Un exemple, ou ça peut être aussi un réel, donc float. Donc du coup, c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Je transforme tout simplement cette variable âge en format numérique. Voilà, en format numérique. Donc vous allez constater également, regardez si on affiche le dataset. Et ici, nous avons nos données brutes. Effectivement, nous avons des entiers ici, mais par contre, ils n'arrivent pas à détecter. Donc, il y a un problème. Donc, il faut bien gérer ce problème-là. Raison pour laquelle, si vous venez ici, dans EDA, vous allez voir, alerte, on va aller voir. Ici, j'essaie un peu de traduire cela en français. Il dit quoi? Que âge, regardez ici, est un type non pris en charge. Vérifier s'il nécessite un nettoyage ou une analyse plus approfondie. Raison pour laquelle, c'est ce que je suis en train de... Raison pour laquelle j'applique tout simplement à cette variable la méthode apply et je fais appel tout simplement à pandas pour qu'il puisse effectivement confirmer le type tout simplement de cette variable. Donc en format numérique. C'est ce que nous avons fait ici. Voilà. Et par la suite aussi, gender. Qu'est-ce que je fais avec gender? Vu que gender c'est une variable catégorielle, donc nous avons le mâle et les femelles. Donc j'utilise la méthode, je récupère cette fonction encoder et j'applique la méthode fit transform. Ça veut dire qu'il va donc transformer cette variable catégorielle, gender, en format numérique. C'est ce que nous avons fait ici. Je fais la même chose ici avec education level, puisque c'est une variable catégorielle. J'applique également la méthode fit transform. Voilà, et j'insiste sur le type ici, donc as type int. Voilà. Je fais la même chose avec la variable job title. Je transforme ceci en format numérique et j'insiste sur le type entier. Je fais cette transformation ici avec la fonction apply et je fais appel à pandas pour transformer ceci en format numérique. Même chose avec salary. Très bien. Et par la suite, c'est quoi? Je déclare un data frame. Je fais donc une copie, très important. Et dans cette copie, je n'ai pas besoin de cet ID là. Donc je supprime drop. Je spécifie tout simplement la variable underscore ID. Puisque je vais supprimer cette variable, quel est l'axe? Donc puisque c'est une colonne, donc c'est l'axe des ordonnées. Raison pour laquelle je donne tout simplement ici axis égale 1. Donc sur l'axe des ordonnées et inplace égale true, ça veut dire que je supprime ça d'une manière dynamique sans pourtant stocker cette information dans une autre variable. Et je fais la même chose ici, je supprime les informations, c'est-à-dire des lignes vides, cette fois-ci sur l'axe des abscisses, puisque ce sont des lignes. Et j'applique la méthode inplace pour que ce soit effectivement supprimé d'une manière dynamique. Pas besoin de recréer encore une autre variable. Et ici, vraiment cette étape, elle est très cruciale. Cette ligne que vous voyez ici, cette boucle. Alors, à quoi sert cette boucle? Cette boucle for permet tout simplement de supprimer, en fait, de gérer des valeurs aberrantes. Non supprimées, parce que vous allez voir, quand vous allez faire du data preprocessing, il y a d'autres personnes qui suppriment des outliers. Mais en supprimant des outliers, parfois, généralement, il peut avoir en fait des informations pertinentes que vous supprimez et ça peut causer tout simplement un impact lors des prises de décision et autres. Donc vous voyez, donc pour ne pas effectivement tomber dans ce piège, j'applique cette boucle. C'est une méthode vraiment très cruciale, je vous assure, elle est très importante. Vous voyez cette boucle, donc me permet tout simplement de faire quoi? En fait, pas de supprimer, mais de gérer d'une manière dynamique les outliers. En faisant quoi? Je remplace tout simplement des valeurs qui sont détachées des autres. Je leur dis, écoute, les valeurs qui sont hors
de ce quartile là que vous voyez ici, le 5e quartile, donc qui a pour valeur 0,05, c'est-à-dire le 5%, tu remplaces cela par cette valeur là, la valeur où se trouve le 5e quartile. Donc remplace ces outliers, c'est-à-dire ces valeurs aberrantes, par cette la valeur du 5e quartile. C'est ce qui se passe ici. Donc voilà pourquoi je dis lower, c'est-à-dire la partie inférieure, et la partie supérieure, ça veut dire ici c'est le 95e quartile, ça veut dire tu remplaces cela, les valeurs qui dépassent tout simplement le 95e, c'est-à-dire 95% de mon intervalle ici, tu remplaces cela de la valeur, en fait, d'une valeur, de la valeur de ce quartile là, donc 0,95. Donc en d'autres termes, je réduis tout simplement cet intervalle là, c'est-à-dire des valeurs qui sont un peu détachées, qui sont hors de cet intervalle en fait de ma variable, en fait de chaque variable, puisque je suis en train de parcourir la boucle. Ouais. Donc cette ligne que vous voyez ici, cette boucle, elle est très puissante pour résoudre les problèmes des outliers, c'est-à-dire des valeurs aberrantes. Mais je reviendrai là-dessus dans le détail lors d'une prochaine vidéo là-dessus, sur les outliers. Voilà. Donc là, je viens de résoudre le problème des outliers, c'est-à-dire des valeurs aberrantes. À quoi consiste aussi à gérer cela? Les valeurs aberrantes peuvent diéser tout simplement les analyses statistiques, ou encore lors de la prise de décision, ou encore pendant la phase d'apprentissage tout simplement de notre modèle. Donc vous voyez, on peut avoir des résultats vraiment pas pertinents, des résultats vraiment diésés à cause des outliers, raison pour laquelle il est vraiment important de traiter les problèmes des outliers. Donc c'est une étape très cruciale du data preprocessing. Très bien. Et ici, qu'est-ce que je fais? Je crée deux variables puisque je suis en train de résoudre un problème de régression. Et rappelez-vous, en apprentissage supervisé, on résout deux types de problèmes de régression et de classification. Donc, ce qui consiste, on a donc besoin de deux variables, x et y. X qui est une matrice et y est un vecteur. Donc, notre matrice ici, c'est quoi? Dans le dataset, c'est-à-dire notre data frame ici, vous voyez, je supprime tout simplement la cible. Donc, x, c'est tout simplement l'ensemble des variables de notre dataset exclut tout simplement la cible. Est-ce que vous voyez? Donc, x ici, c'est tout simplement l'ensemble de nos variables de notre dataset, de notre data frame que vous voyez ici, mais tout en négligeant tout simplement la cible, c'est-à-dire tout en supprimant la cible, qui est tout simplement un vecteur. C'est ça x tout simplement. Voilà. Donc on pose la question, qu'est-ce qu'on veut prédire? On veut prédire par exemple le salaire des employés. Donc vous avez un dataset avec ses caractéristiques, l'âge, le job title, les années d'expérience. Vous avez également le salaire, vous avez le genre, vous avez l'education level. Tout ça, ce qu'on appelle les caractéristiques. Maintenant, pour trouver x, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement éliminer la cible. Et après avoir éliminé la cible, tout ce que vous aurez là, c'est ce qu'on appelle les features, c'est-à-dire x, que vous allez tout simplement stocker dans cette variable grand x. Et ensuite, la cible, c'est quoi? C'est tout simplement la valeur qu'on veut prédire, donc qui est le salaire. Raison pour laquelle ici, petit y, et j'ai récupéré tout simplement le salaire. Très bien. Et par la suite, c'est quoi? Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est tout simplement séparer ces données-là, puisqu'en machine learning, il ne faut jamais évaluer la performance d'un modèle sur les données d'entraînement. Donc, je fais appel à la fonction trainTestSplit pour séparer tout simplement les données du test et les données d'entraînement. Donc, ici, j'accorde ici 20% des données du test et le reste de ces données, les 80%, seront tout simplement pour les données d'entraînement. Voilà. Donc, cette fonction prend en paramètre le grand X, c'est-à-dire les features, et ici, et notre cible ici, target, qu'on appelle cible. Voilà. Et ici, vous devez séparer donc les données du test, donner le pourcentage. D'autres personnes mettent 30%, mais moi, généralement, c'est conseillé, voilà, c'est juste là, les normes, 20%. Et le 80%, on donne pour les données d'entraînement. Et ici, random state, c'est tout simplement pour contrôler un peu les valeurs aléatoires. Voilà. Donc, je mets 42 pour mettre 0, 1, 2, 3, donc libre à vous. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire ici, ce que j'ai fait ici, c'est quoi? Je m'assure tout simplement que cette variable, c'est-à-dire la cible d'entraînement, puisse être un vecteur. Est-ce que vous voyez? Juste un vecteur. Voilà. Et là aussi, je dois m'assurer que la cible y-test puisse être aussi un vecteur. Donc, j'utilise la fonction value.raver. Voilà.
tout simplement. Donc pour aplatir tout simplement pour que ce soit un vecteur. Voilà. Vous pouvez remplacer Ravel par la fonction flatten. Voilà. La fonction flatten comme ça. Voilà. Flatten comme ça. Voilà. Vous pouvez me remplacer par flatten au lieu de mettre Ravel. Les deux, ça marche. Donc je vais enlever flatten comme ça. Très bien. Et ici, tout simplement la fonction lazy regressor et prend comme hyperparamètre ici le verbose, ignore, warning. J'ai initialisé a force, custom metric, ici none. Et voilà, je fais en fait ici c'est la phase d'apprentissage. Donc avec la fonction fit qui prend en paramètre tout simplement ici toutes les caractéristiques que vous voyez ici, c'est-à-dire xtrain, xtest, ytrain et ytest. Voilà ce que nous avons ici. Et là également, qu'est-ce que je fais? Je crée un sous-menu. J'ai créé un sous-menu dans mon menu Prediction. Ce que vous voyez ici. Data Clean, Data Visualization, Processing, Models. Et ici, vous avez Make Prediction pour faire la prédiction et View Model pour visualiser notre modèle d'une manière graphique. Très bien. Ici, With Tab. Donc, ça veut dire quoi? Tab 1 ici fait référence à Data Cleaned. Tab 2 fait référence à Data Visualization Processing. Tab 3 fait référence à Model. Ainsi de suite jusqu'à la fin. Voilà. Et ici, le with ici. With, c'est comme dans d'autres langages de programmation, l'instruction choix. Switch. Voilà. Mais ici, avec Streamlit, on utilise le with. Donc, je dis ici, sur le choix tab 1, écoute, affiche-moi mon dataset qui a été nettoyé. Donc, voilà pourquoi ici, j'appelle data clean. Ça veut dire les données nettoyées. Vous voyez, les données brutes qui ont été nettoyées, tout simplement. Voilà. Et si le choix ici est tab 2, écoute, ce que tu vas faire, affiche-moi je fais appel à la fonction data exploratory data analysis que vous voyez ici, cette fonction. Voilà, cette fonction, cette fois-ci avec les données nettoyées. Et ici, je mets comme argument en l'ordre de l'appel, je remplace ça par df, mon data frame. Nettoyé, bien sûr. Donc, le data test qui a subi tout simplement le data pre-processing, ça veut dire bien le data processing. Très bien. Et ici, with tab 3, qu'est-ce que il faut faire? Écoute, affiche-moi le modèle avec cet algorithme qu'on a utilisé de lazy regressor qui va m'afficher tout simplement l'ensemble des modèles, tous les modèles de problèmes de régression. Et par la suite, je verrai quel est le modèle qui me génère de meilleurs scores, en fait, qui est beaucoup plus pertinent et beaucoup plus spécifique par rapport à qui cadre effectivement par rapport à ce projet, par rapport à cette application d'autres termes. Voilà. Et si tab 4, qu'est-ce que je fais? Cette fois-ci, je récupère le modèle le plus pertinent. Donc ici, je crée une variable modèle, make pipeplan, c'est-à-dire le pipeplan dont je vous disais. Qu'est-ce que je fais? Je fais appel tout simplement à cette normalisation polynomial features qui prend en paramètre, si vous voulez bien, le degré. Ici, le degré, je l'ai mis à 2. On pouvait mettre par exemple 3 et regardez un peu. C'est comme votre radio, vous écoutez une radio, vous n'avez pas de bon son. Vous allez faire quoi? Tourner le bouton pour avoir un bon son. Donc c'est ce qu'on appelle les hyperparamètres, régler le modèle pour avoir un score vraiment proche de 100%. C'est vrai qu'on aura, ça ne sera pas évident d'avoir 100%, mais au moins pour avoir un bon son. Si on peut faire le rapport avec la radio. Quand vous écoutez la radio, vous avez des trucs un peu bizarres, le son bizarre. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement régler un peu cela avec votre bouton pour avoir un bon son. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Nous sommes en train de régler tout simplement notre modèle. Tout simplement. Voilà. Et ici j'applique cette fonction de normalisation ou encore de standardisation pour que mes informations puissent être sur la même échelle, c'est-à-dire mes données puissent être sur une même échelle. Voilà. Et ici, à la fin, j'applique tout simplement cet algorithme-là qui prend en paramètre. Il y a beaucoup de paramètres. Beaucoup de paramètres. Je prends juste le N estimator à 100. Il y en a plein. Vous pouvez effectivement récupérer cet algorithme, taper sur Google et même là, VS Code vous propose même tous les hyperparamètres de cet algorithme. Regardez, tout ce que vous voyez ici, ce sont les hyperparamètres de cet algorithme que vous pouvez implémenter pour régler en fait votre modèle. Voilà. Très intéressant. Et par la suite, qu'est-ce que je fais? Je passe par la phase d'apprentissage en utilisant la méthode fit. Je récupère modèle.fit. J'applique tout ceci. Voilà, j'entraîne mon modèle. Et ici, j'applique tout simplement un message. Donc, write. Je dis ceci. Donc, je fais la comparaison de mes données d'entraînement. Voilà. Et je fais quoi? J'arrondis à 2 chiffres après la virgule. Je multiplie par 100 pour que ce soit vraiment en termes de pourcentage. J'ai fait la même chose ici avec le score du test.
Voilà, comme ça je vais regarder, vérifier, comparer est-ce que j'ai du overfitting ou du underfitting. Le overfitting, est-ce que mon modèle a voulu trop se perfectionner, ou encore est-ce que mon modèle n'est pas performant, est-ce qu'il y a un problème des variables, un manque d'informations. Donc c'est ça en fait tout simplement. Mais tout ça on reviendra là-dessus lors d'une prochaine vidéo. Ici je crée mes colonnes, ça veut dire que je donne la possibilité à un utilisateur de faire la prédiction. Donc en créant tout simplement des colonnes, que vous voyez col 1, col 2, col 3 et égal st columns. Ici j'ai mis 3, c'est pour dire que je veux 3 champs sur 3 champs en fait, 3 formes, disons 3 champs sur la même ligne. Ce que ça signifie tout simplement. Donc sur chaque ligne, je veux 3 champs. Voilà. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait appel tout simplement. J'ai créé un data frame cette fois-ci avec la variable 2t. J'ai fait appel à mes données, c'est-à-dire mes données tout simplement brutes. Voilà. Et j'ai fait la même chose, du nettoyage, donc c'est des lignes vides. Et par la suite, qu'est-ce que je fais? Je crée donc une variable. Hein. Donc, rappelez-vous, le with ici, comparé avec l'instruction choix, switch. Donc, si le choix, c'est la colonne 1, ici, j'ai créé une variable colonne. Donc, st.numberInput. Donc, numberInput, c'est tout simplement une méthode de Streamlit. Donc, qui prend tout simplement le type number, donc âge. Ici, min value, ça veut dire la valeur minimale. Et max value, c'est la valeur maximale. Donc, ici, je peux dire que l'employé, ici, l'âge minimum, par exemple, d'un employé à 18 ans et l'âge maxi, par exemple, ici, 75, ça dit l'âge de la retraite, un exemple. Voilà. J'ai fait la même chose. Qu'est-ce que je fais ici? Si c'est col 2, j'ai créé une variable. Cette fois-ci, je récupère d'une manière dynamique, c'est-à-dire mes catégories de la variable, tout simplement des gender, tout ce qui est unique. Je stocke cela dans cette variable var gender. Et par la suite, j'applique tout simplement encoder, rappelez-vous, qui consiste tout simplement de transformer des données de type tout simplement un vecteur, c'est-à-dire un vecteur, transformer des informations d'un vecteur en format numérique. Donc, j'applique la méthode fit_transform qui récupère tout simplement ces catégories-là. Je transforme cela. Et par la suite, je crée une nouvelle variable. Et cette fois-ci, je donne la possibilité à l'utilisateur, ça veut dire st.selectBox, c'est-à-dire un champ de sélection. Et cette fois-ci, prend comme libellé gender. Donc ça, c'est pour le libellé. Vous voyez, prend en paramètre ici 2 éléments, c'est-à-dire le libellé plus cette fois-ci la valeur que je veux effectivement récupérer de l'utilisateur. Voilà, c'est ceci. Et ensuite, je crée une nouvelle variable selected gender qui consiste à faire quoi? Qui consiste tout simplement à récupérer cette valeur de l'utilisateur là, et ensuite je stocke tout simplement dans un tableau si vous voulez bien. Et qu'est-ce que je fais? J'applique la crochet 0 qui signifie tout simplement je vais tout simplement récupérer la valeur qui a été sélectionnée par l'utilisateur. Donc je récupère cela et par la suite je teste. Donc if selected gender, si cette valeur est sélectionnée, écoute, je fais donc une mise à jour de la valeur sélectionnée par l'utilisateur et je stocke cela dans la variable gender que vous voyez ici. Donc c'est tout simplement une mise à jour. Très bien. Et le cas contraire, si la valeur n'est pas sélectionnée, écoute, affiche le message de warning, please select a gender. Donc j'ai fait la même chose. Donc ce que j'ai expliqué ici, donc va de même avec cette variable education level. Donc comme vous allez voir, c'est les mêmes explications. Voilà, donc je vais passer rapidement là-dessus et arriver tout simplement sur cette variable là. Your experience aussi, c'est une variable de type number. Donc je donne une valeur minimale et là j'ai une valeur maxi. On peut dire que l'année d'expérience de l'utilisateur, par exemple si c'est un étudiant, c'est 0. Voilà, il revient directement dans une école, bien dans une université. Par défaut, il n'aura pas d'expérience. Donc ici, par exemple, 0. Et le cas contraire, voilà, l'expérience maxi ici à 50. J'exagère en tout cas. Mais vous pouvez à tout moment augmenter cela comme vous le voulez. Et par la suite, je crée une variable, c'est-à-dire la cible, tout simplement, que je veux récupérer. Donc, j'ai créé y__pred. Je récupère mon modèle et j'applique la méthode predict pour faire la prédiction. Cette fois-ci, avec des informations
les informations de l'utilisateur en fait. Donc je le stocke tout simplement dans cette fonction predict. Et qu'est-ce que je fais? Là également, la fonction flatten consiste tout simplement d'aplatir, parce que si je n'applique pas cela, les informations, le salaire sera dans les crochets. Donc raison pour laquelle j'ai utilisé la méthode ou encore la fonction flatten égale les crochets 0 pour récupérer uniquement la valeur sans pourtant que ce soit dans les crochets. Voilà, pour aplatir ce volet en d'autres termes, tout simplement. Et par la suite, qu'est-ce que je fais? Je crée un bouton, donc un bouton de prédiction. Donc si ce bouton est cliqué par l'utilisateur pour effectivement prédire le salaire d'un employé, bah écoute, j'utilise la méthode Spinner pour dire tout simplement dans In Progress, pour dire à l'utilisateur que non, bah écoute, il y a une prédiction en cours, tout simplement. Et j'utilise la méthode ici Time, donc Sleep en 3. Donc ça va effectivement, il y aura donc une progression en fait un processus de prédiction qui va peut-être prendre 3 secondes, voilà. Et par la suite, j'affiche tout simplement le message pour dire tout simplement le salaire de cet employé s'élève à, vous voyez ici, j'affiche la cible Y qui vient de prédire et j'arrondis cela 2 chiffres après la virgule, le symbole euro, donc très bien, et je dis par an. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je convertis tout simplement ce salaire-là, cette fois-ci par mois. Voilà, c'est ce que j'ai appliqué ici. Donc, je divise tout simplement Y prête par 12 et puis 2 chiffres après la virgule, je dis par mois. Très simple, voilà. Et ici, c'est tout simplement l'animation pour avoir un peu de goût là. Quand tu auras cette réponse, à la fin, on aura des ballons qui vont effectivement s'afficher, petite animation. Et je sépare cela par une ligne, divider, c'est juste une ligne. Et par la suite, ici, qu'est-ce que je fais? J'applique le tab qui est tout simplement affiché mon modèle que vous voyez ici. Le modèle que vous voyez ici, que nous avons implémenté. Ce modèle, voilà, c'est ce modèle que vous voyez là. Cette fois-ci, je l'affiche d'une manière graphique. Voilà. Pour mieux voir les erreurs tout simplement de mon modèle lors de l'apprentissage. Voilà. Donc ici, fit, X-train, Y-train, les données d'entraînement. Et pour évaluer ce modèle, pour évaluer un modèle, on utilise la méthode score. Et j'applique tout simplement, là, je mets dans cette fonction où vous voulez méthode, les données du test. Voilà. Et j'applique la méthode show pour afficher. Et par la suite, je veux que Streamlit puisse l'afficher au niveau du navigateur. Donc Streamlit, pyplot, ici la figure, tout simplement. Voilà. Ici, c'est le longueur et largeur tout simplement de notre figure. Voilà, cette ligne que vous voyez ici depuis la bibliothèque Matplotlib. Voilà. Et ici, on l'a déjà fait, on l'a déjà implémenté. Voilà, on a fait appel à notre fonction prediction. Voilà, très bien. Alors, ce que vous voyez ici, voilà, c'est ce que vous voyez ici. Je clique là-dessus sur l'onglet prediction. Vous allez voir. Très bien. Regardez ici, données nettoyées. C'est parce que je l'ai traduit en français, donc je pouvais laisser ça en anglais. Donc, données nettoyées. Vous voyez, cette fois-ci, nous avons un ensemble de données nettoyées, rien que du numérique ici. Puisqu'en machine learning, on ne peut pas faire du machine learning avec des données textuelles, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, il faudrait que les informations puissent être numériques. Voilà, les données puissent être numériques. Très bien. Donc, vous voyez, on a transformé cela. Et par la suite, nous avons un sous-menu traitement de visualisation de données. Voilà, donc notre IDE cette fois-ci avec des données nettoyées. Vous voyez, nous avons maintenant IDE avec des données nettoyées. Ici, nous avons les statistiques dans des ensembles de données. Nous avons les statistiques ici, cette fois-ci. Et regardez, par la suite, quand je clique ici, je vais sélectionner la variable H. Dans la variable H ici, je peux regarder ces nuages de points. Vous voyez, il y a vraiment une forte corrélation pour voir un peu. Entre l'âge et le salaire, une forte corrélation. Voilà pourquoi vous avez ce nuage de points. Voilà, forme de régression, vous voulez bien. Et cette fois-ci, le salaire avec le type d'emploi. Voilà. Ici, c'est le job title avec des données, des années d'expérience. Voilà, la même chose avec le salaire. Et c'est normal. Donc, le salaire corrélé sur elle-même. Effectivement, vous avez cette droite vraiment oblique. Voilà, cette régression, vous pouvez voir cette droite-là, vous voyez, très intéressant. Et par la suite, qu'est-ce que vous pouvez avoir? Donc là, nous sommes en train de faire un IDE, cette fois-ci avec des données nettoyées. Vous avez votre matrice ici de corrélation, voilà, de manière visuelle, cette matrice-là.
vous permet de comprendre, regarder un peu les corrélations entre les variables. Vous pouvez aussi l'afficher sous forme de table pour voir en fait cette corrélation-là sous forme de table avec des valeurs nécessaires. Et ici, vous pouvez voir des valeurs manquantes, donc missing value. Vous cliquez ici, par exemple, sous forme de matrice. Regardez, il n'y a plus de valeur. Voilà. Donc, au départ, on avait 375. Ici, on se retrouve avec 373. Pourquoi? Parce qu'il y avait deux observations, deux lignes vides. Voilà. Donc, on l'a supprimé tout simplement lors du data processing. Ici, nous avons first row, donc les 10 premières observations de nos données nettoyées et les 10 dernières observations de nos données nettoyées. Voilà. Et ici, nous avons des données dupliquées, des lignes de données dupliquées. Voilà. Voilà un peu le IDE qu'on pouvait effectivement voir ensemble avec vous. Et ici, je reviens ici au niveau de cette variable. Par exemple, revenons ici, je vais sélectionner par exemple cette variable âge toujours. Voilà. Voilà. Donc, très intéressant. On peut faire la même chose avec la variable gender. Voilà. Donc, je vous laisse vraiment le soin de voir, de visualiser tout ceci. Voilà. C'est très intéressant. Voilà. Donc ici, je vais revenir sur les modèles. Regardez ici, les modèles. Donc, comme je vous le disais, le modèle qui nous renvoie des informations, c'est-à-dire des résultats, un score pertinent par rapport aux autres, c'est Extract Tree Regressor. Donc voilà. Donc, si vous pouvez compter, il y a au moins 41 modèles ici. Mais le modèle le plus performant, c'est ce modèle-là que nous avons effectivement implémenté pour faire la prédiction de la prédiction tout simplement des salaires des employés. Voilà. Moi, je vais revenir en anglais, s'il vous plaît. Voilà, merci. Donc, make prediction ici. Voilà, vous voyez ici, train score. Le score d'entraînement ici, nous avons 100% et le score du test, nous avons 97%. Donc, en d'autres termes, notre modèle à 97%, notre modèle est capable de prédire le salaire d'un employé. Donc à 97%, c'est un score vraiment très intéressant et très intéressant effectivement pour la prédiction des salaires des employés. Vous voyez, donc c'est très significatif. Et ici on fait la comparaison pour essayer un peu de voir est-ce qu'il y a du overfitting ou bien du underfitting. On constate qu'il n'y a pas du over ni du underfitting. Voilà, sur apprentissage ou encore du underfitting. Sous apprentissage. Très bien. Donc ici, on peut faire une prédiction. Cette fois-ci, je vais effectivement taper les informations, par exemple, d'un employé. On vient de recruter et on tape par exemple son âge. Il a 34 ans et il est par exemple de sexe, voilà, le genre mâle. Il a un diplôme de master et voilà. Disons que c'est un employé qui a par exemple 5 ans d'expérience et il est par exemple data, je prends un exemple, hein, je vais prendre au hasard, par exemple, pourquoi pas, voilà. Bon, je prends au hasard, hein, je vais chercher un truc, je cherche par exemple data scientist. Donc, on va voir le salaire par exemple d'un employé data scientist. Bon, je vais prendre par exemple senior data scientist, voilà. Donc senior, je vais mettre par exemple 10 ans d'expérience. Voilà, pour dire que s'il est senior, donc 10 ans d'expérience. Vous voyez, donc là, on donne la possibilité à l'utilisateur de taper des informations. Et du coup, derrière, on récupère cela et on fait la prédiction. Vous voyez, ça se charge et je clique sur ce bouton-là. Donc on clique sur le bouton Prediction. Voilà. Vous allez voir. Et ça dépend aussi de votre machine, la capacité de votre RAM, voilà, mémoire vive, tout ça. Et vous voyez, là, il fait la prédiction. Là, il fait la prédiction. Regardez ici, le salaire de cet employé s'élève à, s'élève à 114 600 € par an et à, 9 550 € par mois. Vous voyez, donc vous voyez cette prédiction là, c'est très intéressant. On vient de prédire tout simplement le salaire d'un employé. Alors ici, il revient à 96%, c'est normal, c'est parce que derrière on a arrondi. Dans tout moment, ça peut bouger entre 97 et 96. Maintenant, pour essayer un peu de voir quel est vraiment le score fixe, on va cliquer sur View Models. Regardez ici, en cliquant sur ce sous-menu View Models, regardez ici, le R carré, il nous ramène 0,963. Raison pour laquelle
ici, à un moment donné, vous allez voir 96. C'est normal. Si on arrondit, on aura 96. Voilà. Plus qu'après le 6, ici, nous avons 3. Du coup, si on arrondit, ben, on aura tout simplement, en faisant tout simplement la règle de 3, on aura 96 que vous avez vu ici. Dans Make Prediction. Voilà. Très bien. Et ici, il dit, vous voyez le tiré là. Voilà. Le best fit, c'est tout simplement cette droite-là. Voilà. Tout simplement cette droite-là en gras. Voilà. C'est tout simplement ça. Et ce que vous voyez ici, Identity, c'est tout simplement les erreurs. Voilà, les erreurs qu'il a pu détecter, en fait, qu'il a pu détecter lors effectivement de l'apprentissage. Donc ça, ce sont des erreurs de notre modèle lors de l'apprentissage. Voilà, lors de l'apprentissage, tout simplement. Voilà, regardez ici, cette droite que vous voyez en pointillé ici, qui n'est pas en gras là, c'est tout simplement les erreurs qu'il a pu effectivement identifier lors de l'apprentissage de notre modèle. Voilà. Regardez, c'est très intéressant. Là, on a une visualisation globale. Regardez, Prediction Error for Extra Tree Regressor. Donc, ça veut dire quoi? C'est tout simplement les erreurs de cet algorithme-là. Vous voyez, de cet algorithme de machine learning lors de l'apprentissage qu'il a pu détecter. Donc, il prédit tout simplement ces erreurs-là. Donc, c'est tout simplement cette droite que vous voyez en pointillé qui n'est pas en gras là. Voilà. Très intéressant. Alors, je vais revenir ici dans Dataset pour changer le thème tout simplement de notre application. On peut revenir ici. Je vais créer cette fois-ci un dossier que je vais appeler point. Vous mettez point stream LED comme ça. Très bien, vous validez. Et dans ce dossier, je vais créer un sous. Donc je vais créer un fichier que je vais appeler config.tom LED. Voilà, comme ça. Vous validez. Non, voilà. Donc là. Très bien. Très bien. Donc ici, on va effectivement changer le thème de notre application. Alors pour le faire, c'est très simple. Donc, on aura quoi? Thème. Donc on va spécifier le thème ici, dans le crochet. Je veux une couleur primaire. Donc primary color. Donc primary color, d'accord, que je vais effectivement donner une couleur ici, donc double cote, donc jazz D, voilà, je prends cette couleur là, primary color, il me propose même, c'est très bien. Et l'autre couleur, je dirais quoi? Background color, couleur d'arrière-plan. Que je vais spécifier tout simplement la couleur suivante. .002 B. Voilà, je prends ceci. 36. Couleur d'arrière-plan. Et cette fois-ci, j'aurai la couleur secondaire d'arrière-plan. Voilà, secondary. Background color. Le code. Je vais spécifier la couleur suivante. Voilà. Très bien. Et enfin, la couleur tout simplement du texte. Je vais spécifier la couleur suivante, donc il sera le texte en blanc, FFF, très bien. Voilà, maintenant si vous voulez avoir le changement, il faut couper le serveur, donc je vais couper le serveur, tout ça. Lancer à nouveau mon serveur. Très bien, donc ici je vais relancer le serveur de mon application, donc Streamlit run app.py, je valide. Voilà, et vous voyez, donc, on aura un changement de thème ici de notre application. Très bien, et voilà, donc cette couleur est identique avec cette couleur, c'est-à-dire si vous voulez bien cette barre là,
le titre tout simplement si vous voulez bien de notre application. Voilà. Voilà, Machine Learning App et en rapport avec la sélection tout simplement de notre menu ici. Voilà, ce bouton que vous voyez ici de nos menus ici. Donc si je clique ici par exemple EDA, voilà, nous avons ceci. Ouais, très intéressant. Tout change. Voilà, ce que je voulais vraiment partager avec vous. Voilà, cette application de prédiction des salaires des employés. Comme vous pouvez le constater ici, tout change. Voilà, nous avons nos informations ici. Voilà, 97%. Vous pouvez voir ici un autre modèle. Voilà, très intéressant d'une manière visuelle. On peut visualiser notre modèle avec ce graphique là, voir l'erreur. Voilà, tout simplement, et la prédiction. Voilà, très intéressant. Voilà. Donc voilà un peu ce que je voulais effectivement proposer et essayer un peu de voir ensemble comment ça marchait. Voilà, regardez ici sur notre IDE, cette fois-ci avec des données nettoyées, nous avons ceci et on peut cliquer sur View More. Regardez ici, More Details pour voir plus de détails. Vous avez toutes les informations ici, hein, très intéressant, comme vous pouvez le constater. Vous avez les catégories ici, voilà, tout y est, regardez. Voilà, très intéressant, des informations vraiment pertinentes. Voilà, donc en gros, dites-le moi, si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche de notification.